Pascal de Gruson, propriétaire avec mon épouse de la librairie Saint-Martin à Bazas, qui est une ville dans le Grand Sud-Ouest, avec une communauté de communes de 15 000 habitants. Nous avons ouvert cette librairie il y a 4 ans, en février 2017, par passion, parce que nous sommes tous les deux de grands lecteurs, et notre objectif étant de redonner la possibilité à tous les Bazadais, voire au-delà, la possibilité d'avoir des conseils. Le caractère de proximité m'intéresse beaucoup, plutôt que d'aller flâner à Bordeaux pour un livre, alors qu'ici on peut trouver tout ce qu'on veut. Bonjour, bienvenue à la médiathèque du Polyèdre de la ville de Bazas. Aujourd'hui, nous allons accueillir la librairie Saint-Martin de Bazas, bien sûr, autour de la petite rentrée littéraire. Donc, Solange nous fera sa présentation. À toi la parole. Merci. Bonjour à tous. Voici, avant la petite rentrée dont a parlé Jeanne-Françoise, 2 oubliés de la rentrée littéraire d'octobre, dont personne n'a entendu parler. Ils ne sont pas passés à la télévision, ils n'ont pas fait la une des journaux, et pourtant, ceci pourrait être le prix des libraires. Il est dans la liste de la short list du prix des libraires, et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Adrien Borne, Mémoire de soi, chez Jean-Claude Lattès. Émile part faire son service militaire et découvre dans son livret de famille que sa mère vient de lui glisser dans sa poche que son père n'est pas celui qu'il croit. C'est donc une histoire de secret de famille, somptueusement narrée et dans une ambiance très particulière puisqu'il s'agit d'une magnanerie, c'est-à-dire l'élevage des vers à soie en Provence. Voilà. C'était donc le premier des oubliés. Le deuxième des oubliés est de Cyril Gély, chez Albin Michel, et ça s'appelle La forêt au violon. Un violon, pour ceux qui savent, je l'ai appris en lisant ce livre, c'est moins de 500 grammes et 74 pièces de menuiserie. Donc on imagine le travail impressionnant. Et depuis la nuit des temps, enfin depuis que le violon existe, tout le monde se demande ce qui fait un bon violon. Alors cette question qui fait toujours débat, le jeune apprenti qu'on va suivre prend la décision d'aller choisir ses violons sur pied. Donc il va aller chercher des épicéas sur pied, les acheter auprès d'un montagnard local, les faire sécher 5 ans et réaliser ses premiers violons avec. Et nous attaquons avec la rentrée littéraire proprement dite, avec une grande auteure nationale et locale, puisqu'elle habite à l'Ariole, qui est Marine Diaye, avec son nouveau roman sorti chez Gallimard, qui s'appelle « La vengeance m'appartient ». Marine Diaye, moi j'ai un amour particulier pour sa plume. Elle ne plaît pas à tout le monde, effectivement. Elle a une plume très exigeante. C'est un portrait d'une femme forte, puissante, ça nous rappelle d'autres titres de l'auteur, qui va révéler ses fêlures au fur et à mesure du déroulement du roman. Elle est avocate, elle est costaude, elle a une carrière qui se lance, et petit à petit, elle va dégringoler, pendant que les anti-héros, ceux qu'elle est censée aider, remontent la pente. Cette espèce de translation entre les deux mondes est tout à fait stupéfiant. Les puissants s'effondrent et les faibles résistent très passivement. C'est très étonnant. Je vous lis un passage qui a perturbé beaucoup de gens, parce que l'héroïne, l'avocate, rencontre une cliente qui a tué ses
3 enfants. Un triple infanticide. C'est sympa comme dossier à accepter, mais elle l'accepte pour de drôles de raisons. Et cette femme ne veut pas être défendue. Elle estime qu'elle est là, qu'elle a de bonnes raisons, et donc elle va se défendre avec une espèce de litanie de mais, tout à fait stupéfiante. Mais je n'ai besoin de rien, merci. Mais de la nourriture, mais des boissons. Mais non, je suis un caractère frugal, vous savez, et la simplicité, même l'austérité en matière d'alimentation, mais ça me va parfaitement. Mais je dirais même que j'y trouve grand plaisir, oui. Mais personne ne dépend de moi. Mais je n'ai plus à penser à la satisfaction de quiconque. Et Monsieur Principaux appréciait la bonne chair. Mais oui, il aimait manger. Mais il aimait le gras, la vie, le traditionnel. Mais le simple fait de se nourrir sans penser à rien d'autre qu'au plaisir, et il attendait de moi que je réponde à cette disposition. Mais il me demandait implicitement du gras, de la vie, du traditionnel et du plaisir simple. Cette litanie de mais a beaucoup perturbé certains lecteurs. Mais moi, je trouve qu'au contraire, on rentre dans ce personnage qui dame le pion à son avocat. Nous attaquons la rentrée de janvier avec 2 polars, dont un très local, qui est celui de M. Hervé Lecor, bordelais, qui a planté son avant-dernier ouvrage dans le Bazadais Langonnet. Ici, nous retournons à Bordeaux. Dans ce Bordeaux sombre, interlope, des mauvais quartiers, on n'est pas du tout dans les beaux quartiers, mais Hervé Lecor excelle à décrire ces ambiances lourdes avec une empathie fantastique pour ses personnages et une littérature d'une classe folle, il faut le dire. Toujours dans la littérature française, voici Vanessa Lamberger, chez Diana Lévy. Elle nous avait servi un alto branco absolument remarquable il y a 2 ans, et voici L'enfant parfaite, un thème assez culotté en littérature. C'est que grosso modo, on parle de l'enfant parfait en Chine, l'enfant unique, qui doit être absolument parfait, qui doit faire de bonnes études, etc. Mais en France, ça existe aussi. Certains parents mettent une pression énorme sur leurs enfants, et c'est ce qu'on va suivre ici. Le rêve des parents va se fracasser à l'angoisse de cet enfant. Les parents sont divorcés, mais ils exigent tous les 2 énormément de cet enfant, et ils ne voient pas du tout arriver ce qui va arriver. Et c'est assez terrifiant. C'est pas un roman noir, hein, c'est un roman très actuel à mon avis. Entre la Louisiane et le Pays Basque espagnol, avec Dolores Redondo, La face nord du cœur, série noire Gallimard, un grand classique des romans noirs. Dolores Redondo a la particularité de créer une ambiance mixte entre la Louisiane, le bayou de Louisiane, et le Pays Basque espagnol. Ça peut paraître tout à fait incroyable au départ, mais ça se noue autour de 2 personnages, 2 enquêteurs. Le premier enquêteur est américain, la seconde est basque-espagnole. Et ils se retrouvent autour d'une affaire qui n'aurait pas dû naître. C'est que lors de grandes catastrophes, comme les grandes tornades qu'on voit aux États-Unis, il y a des accidents. Et un jour, un jeune garçon a été témoin de cet accident qui n'en est pas un. Ce sont bien une série de meurtres qui sont mis en scène grâce aux accidents climatiques. Finalement, qu'une maison s'effondre, qu'un morceau tombe sur quelqu'un, ça n'étonne personne. Et voilà, le nœud est que les 2 enquêteurs ont quasiment des dons de médium parce que dans leur enfance, ils ont vécu des choses assez terribles. C'est un ouvrage aussi littéraire que possible et pour un thriller qui vaut Le silence des agneaux. Carrément, on peut le dire. Dans votre 2e note, reprit-il, montrant un post-it collé sur son index, vous dites « Il les sauve de la dévastation. Il est leur sauveur. Il arrive au moment où ils ont le plus besoin de lui. » Elle inspira bruyamment et à fond avant de parler. Elle était nerveuse. Grâce au témoin. Sa voix jaillit, fine et étouffée, comme celle d'une enfant suffocant après avoir couru. Elle se racla la gorge et déglutit à nouveau avant de reprendre. Grâce au témoin, nous savons qu'il arrive à la maison après la catastrophe. Il est le premier sur place alors que les unités de secours, la police ou les pompiers ne sont pas encore là. Les membres de la famille ont survécu, mais ils sont bouleversés, en train de prendre conscience qu'ils ont tout perdu. Le sujet se présente comme quelqu'un qui vient aider, qui apporte le salut, dans plusieurs sens du terme. C'est la seule chose qui explique qu'une famille de 3 adultes et 3 enfants et 3 adolescents costauds ne soit pas capable de se défendre contre cet homme. L'enfant parfaite ne l'est plus.
Et enfin, Ioan Diacono, un roman historique absolument bouleversant chez Slechtin, le Stradivarius de Goebbels. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait un roman. Cette jeune fille que vous voyez là, elle a vraiment existé. C'était une enfant prodige au Japon. Ses parents l'ont envoyée se perfectionner en Europe. Elle a été à Paris, elle était à Berlin. Et les nazis étant ravis d'avoir une petite japonaise, ça pourrait faire des rapprochements très intéressants pour ce qui va suivre. Goebbels lui offre un Stradivarius, qui a été évidemment volé à un juif envoyé en camp de concentration. Et cet enfant va se battre contre ce violon dont elle sent implicitement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tahar Ben-Jelloun, Académie Goncourt, un grand écrivain s'il en est, Le miel et l'amertume, paru chez Gallimard au mois de janvier. Les violences sexuelles sur les filles, malheureusement, s'exercent partout dans le monde. Ici, nous sommes à Tanger, au début des années 2000, dans un roman choral assez somptueux, où on suit une jeune fille qui effectivement a été abusée, et ses parents. Et chacun raconte la progression de l'histoire. La fille a été violée, mais n'ose pas en parler à ses parents, comme partout dans le monde. Et le problème, c'est que ses parents vont voir beaucoup trop tard les ravages que ça fait sur leur fille. Et je ne vous dévoilerai pas la fin, mais c'est assez terrifiant. Elle s'appelle donc Samia. Mon existence est une erreur. J'ai raison de vouloir m'en aller. Dieu n'y est pour rien, mon père et ma mère non plus. Depuis que j'ai compris que je n'avais plus ma place ici, je me sens légère et prête à partir. Je me suis longtemps fait des idées sur la vie et sur la mort. J'étais malheureuse et je ne disais rien. Mon silence a été mon refuge, ma retraite. Et last but not least, voici l'essai qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va continuer à en faire couler beaucoup. Camille Kouchner au Seuil sort La famille agrandée, qui n'est bien évidemment, hélas, pas un roman, mais un témoignage absolument bouleversant sur ce qu'une fille qui n'est pas directement victime se sent responsable des viols répétés de son frère jumeau par son beau-père. Alors la partie violence sexuelle est très peu évoquée, c'est pas elle qui les a subies. Mais ce qui est beaucoup plus important dans ce livre à comprendre, c'est qu'en fait, c'est toute cette famille agrandée, c'est-à-dire non seulement la famille chapeautée par ce personnage tutélaire qui est Olivier Duhamel, mais toute la famille, la mère qui dit à sa fille « Oh, tu m'emmerdes avec ça », enfin, ce sont des choses terrifiantes. Les amis, ces grandes maisons de vacances où tout le monde couche avec tout le monde et où les enfants sont les témoins, voire les acteurs. Et donc, c'est surtout ça qui est très intéressant de voir, c'est que finalement, dans ces années post-68, où on a cru que la libération sexuelle était un progrès, entre autres pour les femmes, on se rend compte que les grands oubliés sont les enfants. Et c'est assez terrifiant. Inutile de chercher le soutien de ma grand-mère, en effet. Je me souviens encore de sa colère quand, en balade rue de Vaugirard, Victor a évoqué les difficultés de la séparation. « Oh, rentrez seul, vous êtes assez grand. » À peine 6 ans. Et Paula nous plantait sur le trottoir. Chacun sa liberté, petit poussé. À la maison, ma mère nous attendait pour la première fois très énervée. Nous étions si cruels de nous être plaints. Pas question d'avoir des enfants idiots, des enfants caricatures. Le divorce est une liberté. Quand tu veux. Nous retrouvons Sylvie Germain que vous aviez accueillie il y a quelques mois pour un roman assez étonnant paru chez Albin Michel qui s'appelle Brève de solitude. On est dans un square à Paris, juste avant le confinement, et on fait des petites rencontres, ça pourrait être des nouvelles, des petites rencontres de personnes qui se croisent, se recroisent, une fois dans leur vie, plusieurs fois, on ne sait pas, mais ces petites brèves sont de pure merveille. En conclusion, je peux dire que la médiathèque, le Polyèdre et la librairie Saint-Martin sont totalement complémentaires. Vous avez ici un fonds bien plus important que ce que nous pouvons vous proposer en librairie. Par contre, vous trouverez des nouveautés et des poches pour ceux que vous voulez garder. Et puis pour vos cadeaux, évidemment, car offrir un livre, c'est offrir du bonheur.